Mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger, la crise sanitaire que nous traversons, cette épidémie de Covid-19, dure depuis maintenant plus d'un an. Un an de peine, d'épreuves, où nous aurons été au moins 4,5 millions à contracter la maladie, et où bientôt 100 000 familles auront été endeuillées. À partir de là, nous mettons tous les moyens pour vacciner, sans répit, sans jours fériés, le samedi et le dimanche comme la semaine. Ursula von der Leyen a-t-elle quelque chose à cacher? C'est la question que l'on se pose à la Commission européenne. Et pour cause, sa présidente est engluée dans une nouvelle polémique. Elle refuse en effet de rendre public des SMS échangés avec Albert Bourla, qui n'est autre que le PDG de Pfizer. Il faut dire que tous les deux s'entendent plutôt bien, comme peut le laisser suggérer cette photo prise à la cérémonie de l'Atlantic Council en novembre dernier. Les échanges en question datent d'avril 2021 et portent sur des négociations avec le patron du labo pharmaceutique. Contrat pour l'achat d'1,8 milliard doses de vaccins supplémentaires contre le Covid-19 et pour la coquette somme de 35 milliards d'euros. La particularité de ce contrat conclu en mai est qu'il porte le coût de la dose de 15,50 € à 19,50 €, soit une augmentation d'un quart du prix. Un élément que j'ai trouvé très intéressant dans votre ouvrage, alors j'ai suivi de très près plusieurs aspects de cette fameuse crise, mais il y en a un dont je n'étais pas forcément conscient, que j'étais très content d'apprendre dans votre ouvrage. C'est un peu la problématique de Big Pharma avant l'arrivée de ce fameux virus. Donc ce que vous dites dans l'ouvrage, c'est que en fait, Big Pharma était confronté au problème, est toujours confronté au problème de la fin un petit peu, de la limite de ce paradigme de thérapie un peu révolutionnaire comme l'ont été les antibiotiques. Et d'ailleurs, comme vous disiez aussi dans votre ouvrage, il y a des maladies pour lesquelles ils n'ont pas trouvé de vaccin ou d'antibiotiques ou quoi que ce soit, comme le paludisme, la tuberculose ou le sida. Et donc, en fait, ils sont plutôt mis à développer des produits, alors j'appelle ça des produits parce que c'est des produits issus d'entreprises qui traitent plutôt les symptômes plutôt que le mal. Hein. Donc, bon, ça c'est assez classique, malheureusement, de plus en plus de gens le réalisent. Et l'autre stratégie qu'elles ont adoptée, c'est de repositionner, comme on dit, donc des anciennes molécules pour remédier à des maladies nouvelles ou qui jusque-là n'avaient pas leur propre thérapie thérapeutique. Et par contre, le problème, évidemment, c'est que quand on repositionne des anciennes molécules qui sont tombées dans le domaine public, hein, donc qui sont fabriquées pour 3 fois rien, ça ne rapporte pas à Big Pharma. Donc, ce repositionnement, à la limite, il serait intéressant pour des molécules qui sont encore protégées par des brevets. Et donc, quelque part, en fait, ça explique un petit peu la guerre qui a été menée contre des molécules donc, qui étaient tombées dans le domaine public depuis pas mal de temps, comme l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, hein, donc leur diabolisation et puis carrément leur interdiction, ce qui a choqué évidemment beaucoup de monde, à commencer par les professionnels, par les médecins eux-mêmes. Et d'un autre côté, hein, au même moment, donc la promotion de nouveaux soi-disant traitements comme le remdesivir, qui non seulement s'est avéré inefficace, mais toxique. Hein. Donc ça m'a permis vraiment de comprendre un peu ce plafond qui a été atteint par les méthodes de recherche classiques de Big Pharma, et ça explique un petit peu effectivement. Alors ils ont dû mettre en place toute une machine pour convaincre les décideurs politiques et puis les influenceurs, donc tout ce qui est médias, journalistes,
pour que le moment venu, parce que les crises, évidemment, il y en a et il y en aura tout le temps, hein, à certaines fréquences, pour qu'à la prochaine pandémie, déjà, bon, de dire qu'elle est plus dangereuse qu'elle ne l'est réellement, et puis voilà, de retirer des options les traitements alternatifs qui marcheraient très bien, et de positionner par contre des nouvelles molécules qui coûtent hyper cher et qui, voilà, qui enrichissent Big Pharma. Alors, est-ce que c'est un petit peu, est-ce que j'ai résumé un petit peu donc l'idée que vous décriviez dans votre ouvrage? Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui sont de cet ordre-là. J'essaye rapidement, à la mesure de mes moyens. Je n'ai pas travaillé pendant 10 ans sur l'industrie pharmaceutique, mais bon, comme les autres ne disent rien, hein, encore une fois, hein, je veux dire, où sont passés tous les gens qui ont une expertise là-dessus? C'est l'autre chose aussi que j'aimerais dire. Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mes collègues qui nous regardent, mais je leur dirai à la première occasion, où sont passés tous les gens qui, depuis des années, travaillent ça dans plein de domaines, etc., et qui, du jour au lendemain, ont été incapables d'appliquer les mêmes raisonnements. Bon, c'est tout à fait terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que pour le comprendre, toujours pareil, on va repartir des bases. Première base, les industries pharmaceutiques ne sont pas des entreprises philanthropiques dont le but du jeu est de faire le maximum de bien pour l'humanité. Voilà. Les industries pharmaceutiques sont des entreprises commerciales dont le but du jeu est de faire un maximum de fric. Si on ne comprend pas ça à la base et si on ne l'applique pas, si on ne voit pas tout ce qui en découle, on ne comprend rien. Bon, donc autant retourner lire son petit livre pour enfants caché sous son lit, mais il ne faut pas prétendre après venir discuter. C'est une plaisanterie. Hein, voilà. Donc non, non seulement ce sont des entreprises commerciales, mais qui plus est, ce sont pour beaucoup d'entre elles des entreprises qui sont, quand on rentre un petit peu dans le détail, qui sont, je dirais presque, qui sont emblématiques, voire même caricaturales de ce qu'est le capitalisme financier depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que donc, ce sont des entreprises qui sont entrées en bourse, qui vont jouer sur la bourse. J'ai un article qui en parle aussi. Quand on peut gagner de l'argent non seulement en vendant un produit, mais également en spéculant sur le cours de la bourse, évidemment, de sa marque. Et ça a joué à plein pendant cette crise, à plein. Et c'est gros comme une maison, et tout le monde le sait. Il y a des sites entiers de bourse qui vous le disent jour après jour, voilà. Et ça passe. Bon. Le PDG de Pfizer vend plusieurs millions d'actions juste avant d'annoncer tel truc. Pas de problème, c'est juste normal. Il faut même qu'il ait un peu d'argent de poche, le pauvre. Hein. Voilà. Bref, mais tout, voilà. Donc, ce n'est pas simplement des entreprises commerciales. On est au cœur du nouveau capitalisme financier, c'est-à-dire celui dont le but du jeu n'est même pas de vendre un maximum de produits, même si ça passe souvent par là, l'argent. Mais le but premier, de toute façon, c'est enrichir ses dirigeants et ses actionnaires. C'est la base, c'est le but. Quand on regarde qui sont les actionnaires, quand on regarde pour des groupes comme Pfizer, quand on regarde comme des groupes comme Gilead Sciences, on retrouve les plus grands fonds de pension américains qui sont par ailleurs également les actionnaires de Amazon, de Google, de machin, etc. En réalité, c'est cette galaxie hein, des plus grands groupes financiers, des plus grands détenteurs d'actifs, etc., qui tiennent largement le système, en tout cas pour la partie anglo-saxonne du système capitaliste mondialisé. Donc c'est ça dont il est question. Donc c'est une puissance globale absolument énorme, évidemment, hein, absolument énorme. Je répète, c'est une galaxie. Hein, derrière une marque, il y en a en fait toute une série d'autres. Quand M. Pfizer discute avec Mme Machin, ce n'est pas que M. Pfizer qui discute. Ce sont aussi ces 4 ou 5 plus gros actionnaires qui sont ceux qui pèsent réellement derrière, à qui il rendra des comptes, qui lui prêteront plus s'il faut, machin, etc. Bon, si on ne sait pas ça et si on n'analyse pas un minimum ça, on passe à côté complètement à côté du truc. Et quand on rentre dans cette logique, ça aboutit à ce qu'on voit dans l'industrie pharmaceutique se développer beaucoup là, ces 20 dernières années, c'est-à-dire il n'y a plus simplement les grands groupes industriels anciens, classiques, hein, je veux dire Sanofi qui quelque part est l'héritier de Rhône-Poulenc, qui est des vieux complexes créés à la base par une grande famille industrielle, machin, etc. On assiste aujourd'hui à la création en fait, de petits laboratoires qui viennent faire des coûts financiers et le but du jeu, c'est même sur ils ne produisent rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de laboratoire, c'est terminé. Hein. C'est industrie pharmaceutique, pas labo.
vous avez aujourd'hui des industries comme Gilead, par exemple, qui ne sont pas des labos, qui fabriquent rien, en fait, qui viennent faire des coûts en investissant sur un produit, deux produits, en rachetant éventuellement le brevet de telle chose à telle autre, pour faire un coup là-dessus. Et si ça ne marche pas à tel moment, ce n'est pas grave, ça marchera à un autre. Gilead et le Remdesivir, c'est ça l'histoire. Hein. C'est un truc qui est mis au point à l'époque, en fait, de Ebola, en Afrique de l'Ouest 2014-2015, la grande épidémie, que déjà à l'époque, ils n'ont pas réussi à sortir assez vite, etc., et qu'ils ont tenté de refourguer sur le Covid, hein, voilà, pour faire un coup là-dessus, c'est faire un maximum de fric sur ce truc-là, au même titre qu'on investirait sur un cheval pour qu'il gagne pour gagner des sous sur un tiercé. Vous voyez, le type qui fait ça, il ne connaît rien aux chevaux, il se fout complètement des chevaux, machin, il ne sait pas quoi faire de son argent, il dit tiens, je vais le placer sur un cheval. C'est ce genre de truc. Voilà. Face à des gens qui, par ailleurs, effectivement, pour certains d'entre eux, ne savent pas quoi faire de leur argent tellement ils en ont. Hein, on parle de ça. On parlera tout à l'heure également du philanthropicapitalisme qui se cache derrière, de la fondation Bill Gates, c'est tout à fait essentiel à comprendre, et des liens qu'il y a entre ces différentes galaxies. C'est tout à fait essentiel aujourd'hui, hein, parce que les grands gagnants, ceux qui se sont considérablement enrichis pendant cette crise, ce sont eux. C'est les industries pharmaceutiques, c'est les géants du numérique, et c'est toute cette galaxie industrielle, financière et commerciale qui gravite autour de ce capitalisme financier américain. Donc, c'est tout ça dont il est question. Et je répète, le but de tout ça n'est absolument pas le bien-être de l'humanité. Voilà, ça c'est juste une escroquerie majeure. Même si certains peut-être le pensent honnêtement. Hein, il est possible que M. Bill Gates pense qu'il est sur Terre pour faire le bonheur de l'humanité et pense sérieusement que en ayant comme programme de vacciner la Terre entière, ça s'arrête là, hein, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce que c'est un vaccin, mais c'est pas grave, on donne des sous, on vaccine tout le monde, c'est merveilleux. Peut-être qu'il pense que son nom restera dans l'histoire pour des millénaires grâce à ça, hein, c'est possible. Hein, bon, voilà. Tout est possible, hein, mais des gens de toute façon qui sont complètement hors sol, je pense, hein, qui sont totalement hors sol. Je donne un petit exemple dans mon livre, dans une note de bas de page, à un moment dont vous avez dû voir, parce que voilà, juste pour rappeler à quel point j'insiste beaucoup sur cette déconnexion, hein, on en parlait déjà tout à l'heure au début. Voilà, il y a un truc qui s'appelle la vraie vie, avec des vrais gens faits de chair et d'os, avec des vraies relations, avec des vraies raisons pour lesquelles les gens disent et font ça. Puis il y a une bulle, voilà, une bulle de plus en plus déconnectée de ces choses-là. Ces gens-là vivent dans une bulle. Ils ne savent pas ce que c'est la vraie vie. Enfin, M. Bill Gates avait réservé je ne me souviens plus de l'exemple que je donne à la fin, un yacht, je crois, hein, ça lui avait coûté 2 millions d'euros juste pour fêter son anniversaire. Hein. Puis il y a son copain, M. Bezos, qui était en même temps au sommet climatique à je ne sais pas combien de centaines de kilomètres de là, mais qu'à cela ne tienne, on saute dans des hélicoptères avec sa garde rapprochée, puis on va boire quelques coupes de champagne et quelques louches de caviar sur le yacht à 1 million d'euros la soirée de M. Gates, on fait des gros bisous à tout le monde, on repart au sommet du climat, parler du bilan carbone. On ne sait pas s'il faut rire ou pleurer, hein, mais voilà, c'est ça le monde qu'on a sous nos yeux. Alors, on peut effectivement se cacher sous la table, faire semblant de ne pas voir et répéter les communiqués de presse du gouvernement. Hein, Iraout, c'est prout et le vaccin, c'est bien. Voilà. On peut se comporter comme des enfants de 5 ans, c'est un choix. Voilà. Mais ce n'est pas possible. Et on ne peut pas s'étonner qu'il y ait d'autres personnes qui disent il ne faut pas faire ça. Et vous vous comportez comme un enfant de 5 ans quand vous faites ça. Voilà. Donc, il faut comprendre ces enjeux, ils sont absolument énormes et ils influent sur le monde politique, ils influent sur le monde professionnel médical, c'est une évidence, hein, tous les jours. Le but premier, c'était ça, c'était de vendre le médicament aux prescripteurs. C'est un système qui s'est mis en place il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, ça vient bien au-delà. On parle non seulement d'influencer la prescription, mais on parle de plus en plus de transformer les États en partenaires commerciaux. C'est ça l'enjeu de fond et c'est pour ça que nous en arrivons à des faillites telles que celle à laquelle nous assistons. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, n'est même plus le contrôleur. Il devient le partenaire commercial de l'intérêt privé. C'est quand même incroyable. La Commission européenne, Madame van der Leyen, qui est perclue de liens d'intérêt, dont le fils travaille chez McKinsey, ceux qui organisent toute la communication et la propagande des gouvernements occidentaux, dont le mari travaille dans une entreprise qui fabrique des thérapies géniques appelées vaccins. C'est elle qui négocie toute seule en direct sur son téléphone avec des SMS qu'elle dit avoir effacés par la suite avec le PDG de Pfizer. C'est hallucinant. Et il n'y a personne qui dénonce ça.
c'est absolument effrayant. Comment peut-on se dire aujourd'hui journaliste, responsable politique, défensant l'intérêt public, et alors qu'on n'est pas capable de poser une analyse critique sur ces choses-là? Mais enfin, c'est juste incroyable, incroyable. Donc c'est l'incarnation de ça. La puissance publique n'est même plus le gendarme, le contrôleur des dérives de ceux qui sont là juste pour faire du fric. C'est le partenaire commercial. Et la Commission européenne est ravie de son nouveau partenariat. Elle a signé un contrat pour 6, 8, 10, 12 milliards de machins de ceci, qu'après, on va généreusement distribuer à tout le monde. Et il y a quelques lots qui sont plus. AstraZeneca, on nous a dit que c'était moins bon. C'est pas grave, on leur filera au tiers-monde. Ça fera acte aussi de générosité. Hein. Et d'ailleurs, on va trouver 40 idiots utiles pour signer une grande tribune en disant vite, vite, il faut faire des vaccins pour tout le tiers-monde. Hein, c'est la moindre des choses. Vraiment, il n'y a pas que les riches qui doivent en avoir. Hein. C'est assez désespérant par moment, j'avoue. Et on est dimanche. Je ne parle pas tout à fait comme ça d'habitude, mais c'est tellement sidérant la façon dont le niveau de naïveté des gens. Mais je répète, je crois que voilà, tout ça marche d'autant mieux qu'à la base, on a branché au fond le cerveau en mode émotionnel, hein, si on veut. On a débranché les lobes frontaux, hein, on fonctionne avec les cerveaux qui sont derrière. On a branché le mode émotionnel, donc ça a complètement amplifié hein, tous ces mécanismes et mis les gens en rang par deux, à la queue leu-leu, la tête baissée, à faire ce qu'on leur a dit de faire. Mais c'est un drame. C'est un drame humain, un drame social, un drame intellectuel, un drame médical. C'est absolument catastrophique. Et si nous ne réagissons pas, qu'est-ce que ce sera la prochaine fois ? Moi, c'est pour ça que j'écris aussi. C'est pas pour le plaisir de mettre des livres pour les empiler sur. J'en ai déjà fait un certain nombre. C'est pas pour le plaisir. C'est pas pour qu'on voit ma tête. Moi, ma carrière est faite, ma vie est faite. Il y a des choses plus importantes pour moi encore dans la vie. Mais si nous ne sommes pas capables de tirer les leçons critiques de tout ça, qu'est-ce que ça va être la prochaine fois alors ? En fait, ce que les gens ne réalisent pas, et ils sont un peu naïfs à ce niveau-là, c'est qu'on est face à des acteurs qui avancent leur pion d'année en année et de crise en crise, et à chaque fois, ils vont plus loin. Donc, c'est pas innocent ce qui se passe, en fait. Hein. Ça marque juste une nouvelle ligne, et la prochaine fois, ils iront effectivement plus loin. Dans la prochaine partie, les institutions supranationales sont encore plus perméables à tout ce qu'on vient de décrire, hein, en particulier à la corruption qui est organisée par les industries capitalistes. Le cas des institutions européennes est sidérant, mais ce n'est pas le seul.